tu crois que les lieux abandonnés sont juste des décors pour faire de jolies photos Insta? Eh bien, détrompe-toi. Derrière ces murs décrépits et ces fenêtres éclatées se cachent des histoires qu'on préférerait oublier, ou fuir en courant. On t'a toujours dit que les fantômes n'existent pas? Que le paranormal, c'est bon pour les films et les soirées d'Halloween? Grave erreur. Ce que tu vas découvrir ici va secouer toutes tes certitudes, te filer la chair de poule, et te rendre accro à ces récits troublants. Et le pire? C'est que ces phénomènes ne choisissent pas toujours les vieux châteaux écossais ou les manoirs hantés qu'on voit dans les séries. Non, parfois, c'est juste là, sous nos yeux, dans des endroits qu'on pensait oublier, mais qui, eux, ne nous ont jamais oubliés. Dans quelques instants, tu vas plonger dans 6 histoires paranormales absolument terrifiantes, vécues dans des lieux abandonnés où le temps semble s'être figé, et où la réalité dépasse, largement, la fiction. Accroche-toi bien, parce que ce que tu vas lire pourrait bien changer à jamais ta façon de regarder les ruines et les vieilles bâtisses. Alors, prêt à franchir la frontière entre notre monde et l'autre côté? Au cœur d'un petit village français se dresse une école abandonnée depuis des décennies, une structure imposante dont les murs semblent murmurer des secrets d'un autre temps. L'atmosphère qui entoure ce bâtiment est indéniablement macabre, comme si les voix des anciens élèves résonnaient encore dans ces couloirs vides. Les habitants du village évitent de passer devant après le crépuscule, car c'est à ce moment que les murmures deviennent plus distincts, plus atterrorisantes pour quiconque ose tendre l'oreille. Les récits sur cette école se transmettent de génération en génération, chacun ajoutant sa propre couche à l'histoire déjà effrayante. On raconte qu'un incident tragique aurait eu lieu dans les années 1920, impliquant une classe entière et leur institutrice. Depuis, leurs esprits seraient condamnés à revivre éternellement cette journée fatidique, créant une boucle temporelle d'où ils ne peuvent s'échapper. Ce phénomène sobrenatural intrigue autant qu'il effraie ceux qui s'intéressent au mystère du passé. Zut alors! Les plus courageux qui ont osé s'aventurer dans cette école en ruine jurent avoir entendu des leçons fantômes, comme si le temps s'était figé. Les tableaux noirs se remplissent parfois de crais sans que personne ne les touche, traçant des équations complexes ou des phrases répétitives. La poussière qui danse dans les rayons de lumière semble s'organiser en silhouette d'enfants, provoquant une sensation de médo viscérale chez les témoins qui peinent à expliquer rationnellement ce qu'ils ont vu. Les archives locales révèlent peu d'informations sur l'incident qui aurait déclenché cette hantise arrepiante. Quelques coupures de journaux jaunis mentionnent un incendie, d'autres une maladie foudroyante, mais les détails concrets manquent, comme si quelqu'un s'était efforcé d'effacer toute trace de la vérité. Les familles des victimes ont quitté la région peu après, emportant avec elles les secrets qui pourraient expliquer pourquoi les voix de l'école refusent de se taire. Un expert en phénomènes paranormaux qui a visité le site a comparé l'école à une éponge émotionnelle, ayant absorbé l'intensité des événements passés. C'est comme si les murs avaient développé une conscience, explique-t-il, et maintenant ils rejouent ce qu'ils ont vécu, créant un écho sobrenatural qui transcende le temps. Cette théorie, bien que difficile à prouver scientifiquement, offre un cadre pour comprendre pourquoi certains lieux semblent conserver l'empreinte énergétique des tragédies qu'ils ont abritées. La cloche de l'école, miraculeusement intacte malgré les années, est au centre de nombreux témoignages macabraux. Elle sonnerait d'elle-même à exactement 15h17, l'heure présumée de l'incident. Ce son métallique traverse le village entier, glaçant le sang des habitants qui reconnaissent immédiatement sa signature sonore unique. Certains affirment que lorsque la cloche retentit, le temps semble ralentir, comme si 2 dimensions tentaient de se superposer momentanément. Les enfants du village actuel possèdent une sensibilité particulière au phénomène. Ils dessinent souvent, sans jamais l'avoir vu de près, l'institutrice de l'époque avec une précision atterrorisante, grande, mince, vêtue d'une robe noire austère et portant un médaillon argenté. Ces dessins, troublants de similitudes entre eux, suggèrent une connexion psychique avec l'école que les adultes ne semblent pas partager, comme si l'innocence permettait de percevoir plus clairement les échos du passé. Un vieux gardien, dernier employé officiel de l'établissement avant sa fermeture définitive, partage encore ses souvenirs avec ceux qui osent demander. Les voix chuchotaient déjà de mon temps, confie-t-il en frissonnant. Parfois, au milieu d'une classe bien vivante, on entendait d'autres voix se mêler à celles des élèves présents. Des questions auxquelles personne n'avait posé recevaient des réponses, provoquant un médo palpable chez les enseignants qui finissaient tous par démissionner. La bibliothèque de l'école, préservée des intempéries par sa position centrale dans le bâtiment, contient encore des milliers d'ouvrages poussiéreux. Les visiteurs témoignent que les livres changent parfois de place pendant la nuit, comme consultés par des lecteurs invisibles. Plus étrange encore, certains ouvrages s'ouvrent spontanément aux pages relatant des tragédies similaires à celles qui auraient frappé l'école,
créant une ambiance particulièrement harpiante pour ceux qui s'aventurent entre les rayonnages. Des chercheurs en acoustique ont tenté d'expliquer scientifiquement le phénomène des voix persistantes. Selon leurs études, la configuration architecturale unique du bâtiment pourrait créer des « poches sonores » où les ondes acoustiques seraient piégées et régulièrement libérées, expliquant les chuchotements et récitations entendues. Cette théorie, bien que rassurante pour certains, ne convainc pas ceux qui ont fait l'expérience directe du caractère sobrenatural des manifestations vocales de l'école. Mon Dieu! Un photographe spécialisé dans les lieux abandonnés a capturé des images surprenantes de l'école. Sur plusieurs clichés apparaissent des silhouettes translucides d'enfants en uniforme d'époque, alignés comme pour une photo de classe. L'expert en analyse d'images qui a examiné ces photographies confirme l'absence de manipulation numérique, renforçant la réputation macabre du lieu et attirant l'attention de curieux du monde entier, fascinés par cette manifestation visible de l'au-delà. Les habitants les plus âgés du village se souviennent encore des tentatives de réouverture de l'école dans les années 1960. Ça a été un désastre, raconte Marie, aujourd'hui octogénaire. Les nouveaux élèves tombaient mystérieusement malades, souffrant de maux de tête et d'hallucinations auditives. Les professeurs rapportaient des comportements étranges, des enfants qui répondaient à des questions jamais posées ou qui fixaient intensément des coins vides de la salle, provoquant une sensation de médo collective qui a rapidement mis fin à l'expérience. La cour de récréation, envahie par la végétation, présente une anomalie troublante, au centre exact, un cercle parfait où rien ne pousse, comme si une force invisible empêchait la nature de reprendre ses droits. Les analyses du sol n'ont révélé aucune contamination chimique pouvant expliquer ce phénomène, renforçant la croyance locale selon laquelle cet espace était le point focal de l'incident aterrorisant qui continue de hanter les lieux, figés dans un éternel moment de terreur. Une équipe de médiums invités à explorer l'école a unanimement refusé de pénétrer dans la salle des professeurs, décrivant une « présence malveillante » qui y résiderait. Selon leur perception, une entité plus puissante que les simples échos des élèves contrôlerait les manifestations, utilisant la mémoire émotionnelle du lieu comme source d'énergie. Cette révélation a ajouté une dimension encore plus harpiante à la légende de l'école, suggérant une intentionnalité derrière les phénomènes observés. Les archives départementales contiennent un journal intime ayant appartenu à une élève de l'époque, miraculeusement préservé. Les dernières entrées décrivent une atmosphère de tension croissante à l'école, des disputes entre adultes et des « ombres » qui observent depuis les coins. La dernière page, datée du jour présumé de l'incident, s'interrompt brusquement au milieu d'une phrase. La maîtresse dit que nous devons tous nous réunir dans la cour car quelque chose d'important va, laissant les lecteurs face à un mystère sobrenatural jamais résolu. Chaque année, à l'anniversaire de l'incident, le village organise une veillée silencieuse en mémoire des disparus. Cette tradition, empreinte de respect mais aussi de médo ancestral, vise à apaiser les âmes tourmentées. Les villageois déposent des fleurs et des petits jouets d'époque devant les grilles rouillées, espérant offrir un peu de paix à ceux qui semblent condamnés à revivre éternellement leur tragédie, prisonniers d'un lieu qui refuse de les laisser partir. Un compositeur local s'est inspiré des sons étranges émanant de l'école pour créer une œuvre musicale qui a connu un succès macabre dans les cercles d'amateurs d'art expérimental. J'ai simplement transcrit ce que les murs me chuchotaient, explique-t-il. Les auditeurs rapportent ressentir des émotions intenses en écoutant cette composition, tristesse, confusion et une terreur sourde, comme s'ils accédaient directement à l'expérience émotionnelle des enfants piégés dans cette boucle temporelle effrayante. Des technologies modernes ont permis de nouvelles investigations. Des enregistrements audio haute définition révèlent des voix d'enfants récitant des leçons en français ancien, utilisant des expressions et références pédagogiques abandonnées depuis près d'un siècle. Plus troublant encore, certains enregistrements capturent une voix adulte sévère qui semble réprimander ses élèves fantômes, créant une atmosphère aterrorisante pour les chercheurs qui analysent ces preuves sonores de l'existence d'une réalité parallèle figée dans le temps. Nom d'une pipe. Récemment, une descendante de l'institutrice présumée impliquée dans l'incident a contacté les historiens locaux, apportant avec elle des lettres jamais publiées. Ces documents suggèrent que l'enseignante avait détecté quelque chose d'anormal dans l'école bien avant la tragédie, décrivant des « présences » et des « voix sans corps » qui perturbaient ses cours. Cette révélation soulève une question harpiante, et si l'école était hantée avant même l'incident qui l'a rendue célèbre pour son activité paranormale? Le village voisin garde ses propres archives sur cette histoire. Selon leur version, l'école aurait été construite sur un ancien lieu de culte païen, expliquant potentiellement l'activité sobrenaturale qui s'y manifeste. Des fouilles archéologiques limitées ont effectivement révélé des artefacts antérieurs à la construction de l'école,
notamment des symboles gravés similaires à ceux retrouvés sur les pupitres de la classe la plus active du point de vue paranormal, établissant un lien troublant entre passé lointain et manifestations contemporaines. À mesure que l'école se dégrade physiquement, un phénomène paradoxal se produit, les manifestations paranormales semblent s'intensifier, comme si les âmes prisonnières sentaient leur ancrage matériel s'effriter et redoublaient d'efforts pour être perçues. Des témoins récents affirment que les voix sont désormais audibles même en plein jour, appelant les passants par leur nom et créant une atmosphère de médo si intense que la route passant devant l'établissement a été officieusement détournée par les habitants eux-mêmes. Dans la périphérie d'une ville française autrefois prospère se dresse la silhouette décrépite d'un ancien hôpital psychiatrique, abandonné dans les années 70 suite à un scandale dont personne ne parle ouvertement. Les murs écaillés de ce bâtiment macabre semblent imprégnés des souffrances qui s'y sont déroulées, comme si la douleur avait pénétré jusqu'à la pierre elle-même. La nuit, lorsque le brouillard enveloppe la structure, les fenêtres brisées ressemblent à des yeux vides fixant les visiteurs téméraires, provoquant une sensation de médo instinctif chez ceux qui s'approchent trop près. Parmi les nombreuses légendes qui entourent cet établissement aterrorisante, celle du « patient sans visage » est la plus persistante. Selon les récits des anciens employés, le dernier patient à quitter les lieux, ou peut-être celui qui n'est jamais parti, serait un homme dont le dossier médical a mystérieusement disparu en même temps que toute trace de son identité. Enfermé dans l'ailée, celle réservée aux cas les plus graves, il aurait subi des traitements expérimentaux qui auraient littéralement effacé ses traits, le transformant en une entité sobrenaturale qui hante désormais les couloirs. Mon Dieu! Les gardiens qui surveillent occasionnellement le périmètre racontent tous la même histoire troublante, des bruits de pas traînants provenant de chambres supposément vides, des portes qui claquent dans des couloirs sans courant d'air, et parfois, au détour d'un corridor, l'aperçu fugace d'une silhouette en blouse d'hôpital dont la tête semble enveloppée de bandages. Ces témoignages, remarquablement cohérents malgré les années qui passent, contribuent à l'atmosphère harpiante qui enveloppe les lieux comme un linceul invisible. Les archives municipales contiennent des rapports fragmentés sur les dernières années de fonctionnement de l'hôpital. Ces documents, partiellement censurés, mentionnent un « protocole Lazare » appliqué à un groupe restreint de patients considérés comme irrécupérables. Les détails de ce traitement restent flous, mais les rapports d'incidents qui suivirent son implémentation décrivent des « altérations physiologiques inexplicables » et un « cas particulier de dissolution faciale » qui semble corroborer les récits sur le patient sans visage, ajoutant une dimension scientifique à cette histoire macabre. Une équipe de documentaristes qui tentait de filmer l'intérieur de l'hôpital en 2010 a brutalement interrompu son projet après 3 jours seulement. Leur matériel, récupéré sur place, contenait des heures d'enregistrement inexploitables, parasités par des interférences mystérieuses. Seuls quelques fragments restaient intelligibles, notamment une séquence où l'on entend distinctement une voix murmurer en français ancien « Regarde-moi, tu as pris mon visage, maintenant je prendrai le tien ». Cette découverte a ravivé la peur collective et le médo associé à ce lieu maudit. Les anciens infirmiers, désormais âgés, évoquent à demi-mot l'atmosphère aterrorisante qui régnait dans les derniers jours avant la fermeture. Ce n'était plus un hôpital, mais un laboratoire d'horreur, confie l'un d'eux sous couvert d'anonymat. Le médecin-chef était obsédé par l'idée que l'identité était une maladie dont il fallait guérir ses patients. Il parlait d'effacer les visages pour libérer l'âme. Ces témoignages, bien que potentiellement déformés par le temps, offrent un aperçu troublant des expérimentations qui auraient pu créer le phénomène sobrenatural qui perdure aujourd'hui. Zut alors! Un historien local a retrouvé le journal intime d'un médecin ayant travaillé dans l'établissement. Les notes, de plus en plus frénétiques au fil des pages, décrivent un patient particulier, identifié uniquement comme « sujet X », qui aurait développé une condition dermique inexplicable suite à un traitement expérimental. Sa peau absorbe la lumière comme un trou noir, écrit le médecin. Et plus terrifiant encore, lorsqu'il se tient face à un miroir, celui-ci ne reflète qu'une silhouette floue, comme si son visage refusait d'être capturé même par les lois de la physique. Les habitants des villages environnants rapportent parfois des rencontres harpiantes avec une figure errante correspondant à la description du patient sans visage. Ces témoignages surviennent principalement les nuits de pleine lune, lorsque l'ancien hôpital se détache nettement sur l'horizon. Il était là, au bord de la route, immobile sous le lampadaire, raconte une conductrice encore secouée par son expérience. Sa tête semblait enveloppée de bandages, mais quand il s'est tourné vers moi, il n'y avait rien dessous, juste une obscurité plus profonde que la nuit. Une théorie populaire parmi les amateurs de paranormal suggère que le patient sans visage ne serait pas un fantôme traditionnel, mais plutôt le résultat d'une expérience ayant créé une anomalie dans la structure même de la réalité. Selon cette hypothèse,
Les traitements subis auraient littéralement effacé non seulement son visage physique, mais aussi son ancrage dans notre dimension, le transformant en une entité macabre capable de glisser entre différents plans d'existence, expliquant pourquoi ces apparitions semblent défier la logique spatiale et temporelle. Des médiums qui ont visité le site décrivent unanimement une présence dominante parmi les nombreuses énergies qui imprègnent les lieux. C'est comme un trou noir émotionnel, explique l'une d'entre eux. Une conscience qui observe depuis un espace vide, qui absorbe mais ne reflète rien. Cette description évoque la sensation de médo profond rapportée par les visiteurs qui affirment avoir senti un regard posé sur eux alors même qu'ils ne voyaient personne, comme si quelque chose de fondamentalement incomplet les observait depuis les ombres. Nom d'une pipe. Les photographies prises dans l'hôpital présentent souvent des anomalies inexplicables, zones de flou circulaire, distorsions lumineuses, et parfois, la silhouette d'un homme en position debout, dont le visage apparaît systématiquement surexposé ou complètement noir sur les clichés. Les experts en photographie forensique qui ont analysé ces images concluent à l'absence de manipulation, suggérant un phénomène aterrorisant qui affecte la façon dont la lumière interagit avec certaines zones du bâtiment, comme si quelque chose y altérait les propriétés fondamentales de la physique. Un professeur de psychiatrie étudiant l'histoire de l'établissement a découvert que le « protocole Lazare » mentionné dans les archives s'inspirait de théories freudiennes déviantes sur la dépersonnalisation comme traitement ultime des troubles identitaires graves. L'idée était de déconstruire complètement l'identité du patient pour la reconstruire ensuite, explique-t-il. Mais que se passe-t-il lorsque la destruction fonctionne mais pas la reconstruction? On obtient potentiellement un être humain dont l'essence même a été effacée, créant un vide sobrenatural qui cherche à se remplir. Les tentatives de démolition du bâtiment se sont toutes soldées par des échecs mystérieux, équipements qui tombent en panne, ouvriers victimes d'accidents inexpliqués, et dans un cas particulièrement harpiant, disparition complète d'un contremaître dont on n'a retrouvé que le casque de chantier, posé soigneusement sur un lit d'hôpital rouillé dans une chambre verrouillée de l'intérieur. Ces incidents ont contribué à la décision des autorités locales de simplement clôturer le site plutôt que de risquer davantage de perturbations d'un équilibre fragile. Une étude acoustique menée dans le cadre d'une recherche universitaire a révélé un phénomène troublant. Certaines zones de l'hôpital, particulièrement l'aile, présentent des anomalies sonores inexplicables. Les sons y semblent étrangement étouffés, comme absorbés, tandis que des enregistrements captent occasionnellement des fréquences que l'oreille humaine ne peut percevoir mais qui, une fois modifiées, révèlent ce qui ressemble à des murmures ou des respirations laborieuses. Cette découverte scientifique ajoute une dimension macabre au témoignage subjectif des visiteurs qui affirment sentir une présence dans ces zones spécifiques. Les graffitis qui recouvrent les murs extérieurs de l'hôpital racontent leur propre histoire. Parmi les tags habituels se trouvent d'étranges dessins répétitifs d'un cercle vide surplombant une silhouette humaine, comme un visage effacé. Plus étrange encore, ces dessins apparaissent parfois sur des murs fraîchement nettoyés, provoquant un sentiment de médo même chez les jeunes vandales qui ont progressivement déserté ce lieu qu'ils qualifient de « malsain » et « observé », préférant renoncer à leur terrain de jeu plutôt que d'affronter la sensation d'être regardés par quelque chose qu'ils ne peuvent voir en retour. Les habitants les plus âgés racontent qu'avant sa transformation en asile psychiatrique, le bâtiment abritait une clinique de chirurgie réparatrice pour les soldats défigurés de la Première Guerre mondiale. Cette histoire antérieure pourrait expliquer l'obsession apparente du dernier directeur pour les traitements liés au visage et à l'identité. Des photographies d'époque montrent des rangées de lits occupés par des hommes au visage bandé, créant un parallèle aterrorisant avec la description du patient sans visage qui entrait aujourd'hui ces mêmes couloirs, comme si l'histoire du lieu se répétait sous une forme spectrale. Une théorie alternative suggère que le patient sans visage serait en réalité une manifestation collective, une entité sobrenaturale formée par la fusion des souffrances et des identités brisées de tous les patients maltraités dans cet établissement. Cette hypothèse expliquerait pourquoi les témoins décrivent parfois des variations subtiles dans son apparence, et pourquoi sa présence semble plus forte à proximité de l'ancienne salle de traitement, où les thérapies les plus controversées étaient administrées. Cette interprétation transforme le fantôme en une métaphore harpiante des abus institutionnels et de la déshumanisation des patients psychiatriques à une époque révolue. Mon Dieu! Un ancien patient, interné brièvement dans les derniers mois avant la fermeture de l'établissement, a récemment partagé son témoignage troublant. Il y avait un homme dans l'aile et dont tout le monde avait peur, même les gardiens. Son visage était toujours caché sous des bandages, et on nous interdisait formellement de lui parler ou même de le regarder directement. Une nuit, j'ai entendu un médecin chuchoter que ce n'étaient pas les bandages qui cachaient son visage, mais que les bandages étaient là pour nous faire croire qu'il y avait encore quelque chose à cacher. Des chercheurs en phénomènes paranormaux ont installé des équipements de surveillance dans l'hôpital pendant une semaine complète.
La plupart des enregistrements étaient sans incident notable, jusqu'à la dernière nuit où toutes les caméras de l'aile ont simultanément cessé de fonctionner pendant exactement 7 minutes. Lorsqu'elles ont repris, l'une d'elles montrait un lit d'hôpital précédemment vide désormais parfaitement fait, avec une empreinte corporelle visible sur les draps poussiéreux, créant une scène macabre qui suggérait qu'une présence invisible venait de se lever après s'être reposée. Les noms des médecins impliqués dans le « protocole Lazare » ont été systématiquement effacés des registres officiels, comme si quelqu'un avait méthodiquement tenté d'éliminer toute trace de leur existence. Cette disparition administrative parallèle à l'effacement physique du patient sans visage crée une symétrie troublante qui alimente les théories conspirationnistes. Certains vont jusqu'à suggérer que les médecins eux-mêmes auraient subi le sort qu'ils infligeaient à leurs patients, victimes d'un retour de leur propre médecine qui aurait provoqué un sentiment de médo si intense qu'ils auraient préféré effacer leur propre identité des archives plutôt que d'être associés à ce qu'ils avaient créé. À mesure que l'hôpital se dégrade, des fragments de son histoire remontent à la surface, comme si le bâtiment lui-même rejetait les secrets enfouis dans ses fondations. Des morceaux de dossiers médicaux émergent des murs fissurés, des photographies jaunies apparaissent sous le papier peint qui se décolle, et parfois, des objets personnels, une brosse à cheveux, une paire de lunettes, une chaussure d'enfant, sont découverts dans des endroits impossibles, comme matérialisés par une force aterrorisante qui refuse de laisser l'oubli effacer complètement les vies qui se sont éteintes entre ces murs chargés de souffrance. Au cœur d'une petite ville provinciale française se trouve une gare ferroviaire abandonnée dont l'horloge monumentale s'est mystérieusement arrêtée à 23h43 un soir d'hiver de 1952. Ce qui rend ce lieu particulièrement macabre n'est pas tant son état de délabrement que le fait que personne n'a jamais réussi à faire redémarrer cette horloge ou même à en déplacer les aiguilles figées. Les horlogers qui ont tenté l'expérience ont tous rapporté une sensation aterrorisante, comme si une force invisible s'opposait fermement à toute tentative de remettre le temps en marche dans cet espace figé entre deux dimensions. Les archives ferroviaires mentionnent un accident cette nuit-là, un train qui n'est jamais arrivé à destination, mais les détails précis semblent avoir été soigneusement effacés. Les habitants les plus âgés évoquent à mi-voix une histoire de passagers fantômes, condamnés à attendre éternellement une correspondance qui ne viendra jamais, créant une atmosphère sobrenaturelle qui s'intensifie particulièrement au crépuscule. Lorsque les derniers rayons du soleil traversent les vitraux brisés de la grande verrière, ils projettent des silhouettes humaines sur le sol poussiéreux, alors même qu'aucun corps physique ne se trouve à ces emplacements. Saperlipopette. Les quelques employés municipaux chargés de l'entretien minimal du bâtiment classé refusent catégoriquement d'y rester après 23h30, évoquant des bruits de valises traînées sur le quai désert, des murmures de conversation en français d'une autre époque, et parfois, le sifflement distinct d'un train en approche qui ne se matérialise jamais. Cette peur collective, loin d'être irrationnelle, s'appuie sur des décennies d'expériences similaires rapportées par différentes personnes, suggérant un phénomène arrepiante qui transcende les simples légendes urbaines pour s'ancrer dans une réalité alternative qui semble coexister avec la nôtre. Un physicien théoricien s'est intéressé au cas après avoir entendu parler des anomalies électromagnétiques qui entourent la gare. Ces instruments ont détecté d'inexplicables fluctuations énergétiques qui atteignent leur apogée à 23h43 chaque soir, créant ce qu'il décrit comme une « bulle temporelle » où les lois conventionnelles de la physique semblent momentanément suspendues. C'est comme si un fragment de 1952 existait encore dans notre présent, explique-t-il, ajoutant que cette théorie, bien que controversée dans la communauté scientifique, pourrait expliquer le médo viscéral que ressentent les visiteurs quand ils réalisent qu'ils se trouvent peut-être à l'intersection de deux réalités temporelles distinctes. Les photographies prises dans la gare présentent systématiquement des anomalies, figures floues en arrière-plan, distorsion inexplicable de la perspective, et plus étrange encore, présence de détails architecturaux qui n'existent plus physiquement, comme si l'objectif capturait simultanément le bâtiment tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il était au moment où l'horloge s'est arrêtée. Un photographe professionnel, après avoir développé une série de clichés particulièrement macabres montrant des silhouettes en tenue d'époque attendant sur un quai vide, a abandonné son projet de livre, déclarant que certains endroits ne veulent pas être documentés. Mon Dieu! Un ancien chef de gare, aujourd'hui nonagénaire, reste le seul témoin encore vivant de ce qui s'est produit cette nuit fatidique. Son témoignage, recueilli par fragments au fil des années, évoque une « brume violacée » qui aurait envahi les quais juste avant minuit, accompagné d'un « bruit assourdissant », comme si l'air lui-même se déchirait. Il affirme avoir vu le train fantôme entrer en gare, translucide comme fait de fumée, avant de disparaître au moment précis où l'horloge s'arrêtait. Depuis cette expérience aterrorisante, l'homme souffre d'une condition neurologique rare qui l'empêche de percevoir correctement l'écoulement du temps, vivant dans un éternel présent qui fait écho à l'état de la gare elle-même.
Des médiums qui ont visité le site décrivent tous une sensation similaire, non pas la présence de fantômes individuels, mais plutôt un « fragment de temps cristallisé », où des dizaines d'âmes répètent éternellement les mêmes actions sans conscience d'être piégées. C'est comme regarder un film qui tourne en boucle, explique l'une d'entre elles, sauf que les acteurs sont des énergies résiduelles d'êtres humains qui ont existé, figés dans leur dernière routine vivante avant que quelque chose de sobrenatural ne les arrache à notre continuum temporel normal, créant une empreinte énergétique permanente. La salle d'attente de la gare présente un phénomène particulièrement harpiant, le registre des départs et arrivées, immense tableau noir d'époque encore accroché au mur, change mystérieusement pendant la nuit. Des témoins affirment que les destinations inscrites à la craie se modifient pour afficher des noms de lieux qui n'existent pas ou n'existent plus, Avalon, Saint-Martin-des-Limbes, Terminus. Plus troublant encore, des messages personnels apparaissent parfois en bas du tableau, comme si les voyageurs piégés tentaient de communiquer avec notre monde, créant un pont fragile entre deux réalités séparées par un voile temporel devenu poreux. Un journal intime découvert dans une consigne jamais réclamée offre un témoignage troublant du point de vue d'un passager du train disparu. Les dernières entrées décrivent une atmosphère de plus en plus tendue à bord, des « lumières étranges » visibles par les fenêtres alors que le train traversait une zone boisée, et une sensation croissante de médos parmi les voyageurs. La dernière phrase, écrite d'une main tremblante, se lit simplement « Le conducteur dit que nous arriverons à l'heure, mais l'homme en noir qui est monté à la dernière station affirme que nous n'arriverons jamais. Ses yeux ne reflètent aucune lumière. » Zut alors! Un phénomène acoustique inexpliqué attire régulièrement l'attention des chercheurs en paranormal. À certains endroits précis des quais, on peut entendre distinctement des conversations complètes datant apparemment de 1952, comme si des poches sonores du passé subsistaient dans notre présent. Ces fragments de dialogue, toujours les mêmes et dans le même ordre, évoquent des préoccupations quotidiennes, valises perdues, retards, retrouvailles prévues, créant un contraste macabre entre la banalité des propos et la nature aterrorisante de leur persistance à travers les décennies. Témoignages sonores d'existence brutalement interrompus. Les tentatives de rénovation de la gare se sont toutes soldées par d'étranges échecs. Outils qui disparaissent, matériaux qui se détériorent inexplicablement en une nuit, et dans un cas particulièrement troublant, une équipe entière d'ouvriers qui a collectivement démissionné après avoir prétendument vu leur propre reflet vieilli de plusieurs décennies dans les miroirs des toilettes publiques. Ces incidents ont conduit les autorités locales à abandonner tout projet de restauration, préférant laisser le bâtiment dans son état de délabrement sobrenatural plutôt que de risquer de perturber davantage l'équilibre fragile entre passé et présent qui semble régner dans ces lieux. Les registres météorologiques révèlent une autre anomalie, quelle que soit la météo environnante, la zone immédiate de la gare semble toujours enveloppée d'une légère brume en soirée, reproduisant les conditions atmosphériques rapportées la nuit de l'incident. Cette microzone climatique, scientifiquement inexplicable, renforce la théorie d'une bulle temporelle, où un fragment de passé continue d'exister parallèlement à notre présent. Les thermomètres y enregistrent également des chutes de température soudaines et localisées, créant un sentiment de médos palpable chez les visiteurs qui traversent ces poches de froid glacial, comme s'ils traversaient momentanément la frontière séparant notre monde de celui des passagers disparus. Des équipes de tournage venues documenter le phénomène ont toutes rencontré des difficultés techniques inexplicables, batteries qui se vident instantanément, enregistrements audio parasités par des voix inidentifiables, et images vidéo montrant des anomalies visuelles macabres comme des silhouettes traversant les murs ou des visages apparaissant brièvement dans les reflets des fenêtres. Un documentariste chevronné a même retrouvé dans ses rushs des séquences qu'il n'avait jamais tournées, montrant la gare dans son état d'origine, pleine de voyageurs en habits d'époque, alors même que sa caméra était supposément éteinte à ce moment-là. Un historien local a découvert que la gare avait été construite sur les ruines d'un ancien monastère dont les moines pratiquaient des rituels ésotériques liés au temps et à l'éternité. Cette couche historique supplémentaire pourrait expliquer la nature aterrorisante du phénomène actuel, comme si le lieu lui-même possédait une prédisposition aux anomalies temporelles que l'accident ferroviaire n'aurait fait qu'activer. Des symboles gravés découverts lors de fouilles limitées sous les quais présentent d'inquiétantes similitudes avec les motifs décoratifs de l'horloge principale, suggérant une continuité troublante dans la vocation du lieu à travers les siècles. Saperlipopette. Un détail particulièrement sobrenatural concerne le reflet de l'horloge principale dans la grande verrière qui lui fait face, alors que l'horloge physique reste invariablement figée à 23h43, son reflet indique parfois une heure différente, généralement 23h42 ou 23h44, comme si le miroir naturel captait un aperçu des réalités alternatives où le temps aurait continué ou se serait arrêté un peu plus tard. Ce phénomène, photographié à plusieurs reprises, défie toute explication logique et renforce la sensation que dans cette gare,
les lois fondamentales de la physique et du temps linéaire ont cessé de s'appliquer normalement. Les habitants du quartier environnant rapportent un phénomène étrange qui se produit chaque année à l'anniversaire de l'incident. Leurs rêves sont collectivement envahis par des images de la gare et de voyageurs anonymes cherchant désespérément une sortie. Cette expérience onirique partagée, documentée par des psychologues intrigués par sa synchronicité, suggère que le médo généré par l'événement original a imprégné la conscience collective de la communauté, créant un pont psychique avec les énergies emprisonnées dans la bulle temporelle, comme si les disparus tentaient de se rappeler à la mémoire des vivants pour ne pas sombrer complètement dans l'oubli. Un détail troublant concerne le comportement des animaux à proximité de la gare. Les oiseaux refusent catégoriquement de survoler le bâtiment, créant un espace aérien visiblement vide au-dessus de la structure, tandis que les chiens tirés en laisse par leurs propriétaires montrent des signes de détresse manifestes en approchant du périmètre. Cette sensibilité animale aux anomalies imperceptibles pour les humains renforce le caractère harpiante du phénomène, suggérant que des changements fondamentaux dans la structure même de la réalité sont détectables par des sens plus primitifs et moins filtrés par la rationalité que les nôtres. Mon Dieu! Le cas le plus inquiétant impliquant la gare concerne un jeune homme qui, après avoir passé une nuit entière sur le quai principal pour un défi entre amis, est réapparu le lendemain matin profondément changé. Bien que physiquement identique, ses proches affirment qu'il parle désormais avec des expressions désuètes, manifeste une connaissance détaillée de la vie quotidienne des années 1950, et semble parfois ne pas reconnaître les technologies modernes. Plus macabre encore, sa montre personnelle, auparavant digitale, s'est mystérieusement transformée en un modèle à aiguille d'époque, définitivement arrêté à 23h43. Une théorie controversée propose que l'accident de 1952 n'était pas un simple événement ferroviaire mais la manifestation d'une expérience gouvernementale secrète liée au voyage temporel qui aurait mal tourné. Cette hypothèse s'appuie sur des documents partiellement déclassifiés mentionnant un « projet chrono » actif dans la région à cette époque, et pourrait expliquer la terrorisante efficacité avec laquelle toute information concrète sur l'incident a été systématiquement effacée des archives officielles, comme si une puissante organisation s'efforçait de dissimuler non pas un simple accident, mais une catastrophe temporelle aux implications potentiellement dévastatrices pour notre compréhension de la réalité. Les restaurateurs qui ont tenté d'analyser les matériaux de l'horloge principale ont fait une découverte troublante. Le mécanisme interne, bien que d'apparence normale, contient des alliages impossibles à identifier avec les technologies actuelles, comme si certaines pièces provenaient d'une métallurgie soit extrêmement avancée, soit fondamentalement étrangère à notre continuum technologique. Cette anomalie matérielle ajoute une dimension sobrenaturale au mystère, suggérant que l'horloge elle-même pourrait être l'artefact central qui maintient la distorsion temporelle active, une sorte d'encre métaphysique reliant notre présent aux fragments de passé cristallisés dans la gare. Alors que la structure physique de la gare continue de se dégrader avec les années, le phénomène paranormal, lui, semble paradoxalement se renforcer, comme si l'érosion des frontières matérielles facilitait la manifestation des énergies emprisonnées. Des témoins récents rapportent des apparitions de plus en plus solides, presque tangibles, créant un médo nouveau chez les habitants. Que se passerait-il si la barrière entre ces deux réalités temporelles s'effondrait complètement? Cette crainte collective a donné naissance à un rituel local étrange. Chaque soir à 23h42, les maisons environnantes éteignent toute leur lumière pendant exactement 2 minutes. Un geste de déférence envers les forces inconnues qui maintiennent notre continuum temporel séparé de celui figé dans l'éternelle nuit de 1952. Dans une vallée isolée du nord de la France, entourée d'une forêt de pins particulièrement dense, se dresse un bâtiment victorien dont la simple silhouette suffit à créer un sentiment macabre chez ceux qui l'aperçoivent. L'ancien orphelinat Sainte-Marie, fermé précipitamment en 1947, reste intact malgré les décennies d'abandon, comme figé dans le temps par une force invisible. Les fenêtres aux rideaux jaunis semblent toujours habitées, et les habitants des villages voisins évitent soigneusement de s'aventurer sur le chemin forestier qui y mène, particulièrement à la tombée de la nuit, lorsque les murmures d'enfants deviennent audibles même à plusieurs centaines de mètres de distance. Les archives départementales contiennent étrangement peu d'informations sur cet établissement qui accueillit pourtant des centaines d'orphelins entre 1901 et 1947, comme si quelqu'un s'était efforcé d'effacer les traces de son existence. Les rares documents qui subsistent évoquent un taux de mortalité infantile aterrorisante, nettement supérieur à la moyenne des autres institutions similaires de l'époque, et mentionnent des « méthodes disciplinaires expérimentales », approuvé par un conseil d'administration dont les membres semblent avoir tous disparu sans laisser de traces après la fermeture soudaine de l'orphelinat. Mon Dieu! Ce qui rend ce lieu particulièrement sobrenatural, ce sont les témoignages remarquablement cohérents des rares personnes ayant osé s'y aventurer au fil des décennies.
Tous décrivent le même phénomène: dès que l'on franchit la grille rouillée du domaine, les sons extérieurs s'estompent progressivement, remplacés par un silence oppressant occasionnellement brisé par des chuchotements enfantins qui semblent provenir de partout et nulle part à la fois. Ces voix, toujours à la limite de l'intelligibilité, paraissent réciter des comptines anciennes ou appeler des noms oubliés, créant une atmosphère harpiante où le visiteur se sent constamment observé par des présences invisibles. Le journal intime d'une ancienne infirmière, découvert lors de la rénovation d'une maison voisine, offre un rare aperçu de la vie quotidienne à l'orphelinat. Ces entrées, de plus en plus troublées au fil des pages, décrivent des zones froides qui se déplaçaient dans les couloirs, des objets qui changeaient inexplicablement de place pendant la nuit, et surtout, la mystérieuse salle de méditation, du sous-sol où les enfants les plus indisciplinés étaient envoyés pour des périodes prolongées, en ressortant, changés, et inhabituellement silencieux. Ces témoignages suggèrent que les phénomènes macabres observés aujourd'hui pourraient être liés à des pratiques troublantes ayant eu lieu bien avant la fermeture officielle de l'établissement. Alors, les photographies prises à l'intérieur du bâtiment présentent systématiquement des anomalies inexplicables, orbes lumineux flottant dans les couloirs vides, silhouettes translucides d'enfants en uniforme assis à des pupitres qui n'existent plus, et plus inquiétant encore, visages déformés par la peur regardant directement l'objectif depuis des recoins sombres où personne ne se tenait au moment de la prise de vue. Ces manifestations visuelles du phénomène créent une sensation de médo viscérale chez ceux qui examinent ces clichés, comme si les entités capturées sur pellicule pouvaient d'une certaine façon percevoir l'observateur à travers la barrière temporelle et dimensionnelle qui sépare leur réalité de la nôtre. La salle de classe principale, au premier étage, constitue l'épicentre de l'activité paranormale. C'est là que les murmures sont les plus distincts, formant parfois des phrases complètes adressées directement aux visiteurs, les appelant par leur nom ou faisant référence à des détails personnels qu'aucun étranger ne pourrait connaître. Le tableau noir, figé dans le temps, se couvre parfois de mots écrits à la craie pendant que les témoins observent, des messages aterrorisants généralement courts et cryptiques: ne les laissez pas revenir, ils nous observent encore, ou simplement aidez-nous. Tracés d'une écriture enfantine tremblotante qui s'efface spontanément après quelques minutes. Des enquêteurs en phénomènes paranormaux ont installé des équipements d'enregistrement audio dans diverses pièces de l'orphelinat. Les résultats dépassent l'entendement, non seulement les dispositifs captent des centaines de voix distinctes, mais certains enregistrements révèlent des conversations complètes entre des enfants et des adultes à l'accent d'une autre époque, discutant d'événements quotidiens comme si le temps n'avait jamais cessé de s'écouler dans cette dimension parallèle. Plus troublant encore, certaines voix semblent conscientes d'être enregistrées, s'adressant directement aux chercheurs avec des messages sobrenaturels comme « Pourquoi revenez-vous maintenant ? C'est trop tard pour nous sauver. » Saperlipopette. Une découverte particulièrement harpiante fut faite lors d'une tentative de rénovation dans les années 1980, sous le plancher de la « salle de méditation » mentionnée dans le journal de l'infirmière. Des ouvriers ont découvert des centaines de petits objets personnels, doudous usés, chaussures dépareillées, jouets artisanaux, soigneusement disposés en cercle concentrique autour d'un symbole gravé dans la pierre des fondations. Cette mise en scène rituelle, datant manifestement de l'époque active de l'orphelinat, suggère des pratiques bien éloignées de la simple discipline, peut-être liées à des croyances ésotériques que l'administration aurait imposées aux enfants vulnérables placés sous sa garde. Les rares survivants de l'orphelinat, aujourd'hui très âgés, partagent une caractéristique troublante: tous souffrent de troubles similaires de la mémoire, avec des « trous noirs » spécifiques concernant certaines périodes de leur séjour à Sainte-Marie. Plus étrange encore, plusieurs d'entre eux rapportent des cauchemars identiques impliquant une « dame en noir » qui se tiendrait au bout de leur lit, murmurant des phrases incompréhensibles tout en pointant vers le sol. Cette concordance dans leurs expériences traumatiques suggère qu'ils ont tous été exposés à un événement macabre que leur esprit s'efforce encore de refouler, comme si certains souvenirs étaient trop atterrorisants pour être intégrés à une conscience normale. Des médiums invités à explorer l'orphelinat ont tous décrit la même sensation écrasante, non pas quelques fantômes isolés, mais des dizaines d'âmes d'enfants piégés dans une boucle temporelle, rejouant éternellement leurs derniers jours avant un événement catastrophique dont la nature exacte reste floue. Plus inquiétant encore, ces sensitifs perçoivent une présence dominante, qui semble maintenir ces âmes prisonnières, une entité plus ancienne que le bâtiment lui-même qui se nourrirait d'une certaine façon de leur médo et de leur désespoir, transformant l'orphelinat en une sorte de batterie émotionnelle qui alimente un phénomène sobrenatural dont l'ampleur dépasse l'entendement humain. Mon Dieu! Des chercheurs en géologie ont découvert que l'orphelinat avait été construit précisément à l'intersection de deux importantes failles souterraines, créant ce que certains théoriciens du paranormal appellent un « point nodal énergétique ».
Cette particularité géologique pourrait expliquer l'intensité des manifestations qui s'y produisent, comme si la structure même de la réalité y était plus fragile qu'ailleurs, permettant une perméabilité accrue entre différentes dimensions ou périodes temporelles. Les relevés électromagnétiques effectués sur le site révèlent des anomalies inexplicables qui s'intensifient considérablement pendant les phases de pleine lune, période où les témoignages d'activité harpiante atteignent également leur paroxysme. La bibliothèque de l'orphelinat, remarquablement préservée malgré les décennies d'abandon, contient des ouvrages troublants qui ne correspondent pas au curriculum éducatif standard de l'époque. Des traités ésotériques sur l'énergie vitale juvénile, des manuels détaillant des techniques de purification spirituelle, et plus inquiétant encore, un registre relié en cuir consignant méticuleusement les progrès de certains enfants soumis à des traitements dont la nature n'est jamais clairement spécifiée. Ces documents suggèrent que sous couvert d'institutions caritatives, l'orphelinat aurait pu servir de laboratoire pour des expérimentations aterrorisantes à la frontière entre sciences occultes et spiritualité déviante. Les recherches dans les archives ecclésiastiques ont révélé que l'Église avait officiellement retiré son soutien à l'orphelinat 2 ans avant sa fermeture, suite à une visite d'inspection dont le rapport reste classifié. Cette rupture inhabituelle avec une institution qu'elle avait fondée et soutenue pendant près d'un demi-siècle suggère que même les autorités religieuses avaient été troublées par ce qui s'y passait. Des rumeurs persistantes évoquent un exorcisme qui aurait été tenté en 1946, interrompu après que 2 prêtres participants aient développé d'inexplicables saignements spontanés et des symptômes de médos paralysants qui les laissèrent incapables de poursuivre leur ministère. Zut alors! Un phénomène particulièrement sobrenatural concerne les jouets antiques qui peuplent encore les dortoirs abandonnés. Visiteurs et enquêteurs rapportent avoir vu des poupées de porcelaine tourner lentement la tête pour suivre leurs mouvements, des chevaux à bascule se mettre en mouvement sans intervention extérieure, et plus fréquemment encore, entendre le son distinct de billes roulant sur le plancher dans des pièces vides, comme si des enfants invisibles continuaient leurs jeux interrompus il y a des décennies. Ces manifestations physiques du phénomène créent une impression particulièrement harpiante, comme si la frontière entre l'inanimé et le vivant devenait poreuse à l'intérieur des murs de l'ancien orphelinat. La salle des dossiers, située dans l'aile administrative, contient encore des centaines de fichiers individuels sur les enfants ayant séjourné à Sainte-Marie. Étrangement, tous les documents datant des 3 derniers mois avant la fermeture ont été systématiquement détruits, à l'exception d'une unique photographie de groupe montrant 43 enfants alignés devant le bâtiment. Au dos de cette image, une note manuscrite indique simplement « Les derniers ». Que Dieu nous pardonne. Plus macabre encore, des recherches approfondies dans les registres d'état civil n'ont permis d'identifier aucun de ces enfants comme ayant été officiellement replacés dans d'autres institutions ou adoptés après la fermeture précipitée de l'orphelinat. Un détail troublant rapporté par plusieurs témoins indépendants concerne l'impression de discontinuité temporelle qui affecte les visiteurs. Les montres s'arrêtent fréquemment à l'intérieur du bâtiment, et plus étrange encore, les personnes qui pensent n'y avoir passé que quelques heures découvrent parfois qu'une journée entière s'est écoulée dans le monde extérieur. Cette distorsion de la perception temporelle s'accompagne souvent d'une désorientation spatiale, les pièces semblant changer de configuration ou de taille, comme si la géométrie même de l'espace y était soumise à des lois différentes de celles qui régissent notre réalité quotidienne, créant une sensation de médos primitif liée à la perte des repères fondamentaux. Une théorie controversée propose que l'orphelinat n'aurait pas été simplement le théâtre d'événements paranormaux, mais aurait été délibérément conçu comme un instrument occulte. L'analyse architecturale révèle que le bâtiment et ses dépendances forment, vues du ciel, un symbole complexe similaire à ce trouvé dans certains grimoires médiévaux associés à la capture d'essence vitale. Cette hypothèse aterrorisante suggère que les enfants n'auraient pas été victimes d'abus conventionnels, mais auraient servi de composants vivants dans un rituel à grande échelle dont les effets continueraient à se manifester bien après la disparition de ses instigateurs. Saperlipopette ? Un journaliste ayant tenté d'enquêter sur l'histoire de l'orphelinat dans les années 1990 a fait une découverte troublante. Tous les anciens membres du conseil d'administration sont morts dans des circonstances inexpliquées dans les 5 années suivant la fermeture de l'établissement. Accidents improbables, suicides sans note explicative, ou disparitions jamais élucidées ont systématiquement éliminé tous ceux qui auraient pu témoigner de ce qui s'était réellement passé à Sainte-Marie. Cette série de décès statistiquement impossibles renforce la dimension sobrenaturale du mystère et suggère l'existence d'une force capable d'étendre son influence bien au-delà des murs de l'orphelinat pour protéger ses secrets. Des fouilles archéologiques limitées dans le jardin arrière ont révélé une découverte macabre. Sous la zone autrefois occupée par le potager éducatif se trouve une série de petites chambres souterraines, trop étroites pour un adulte mais parfaitement dimensionnées pour un enfant.
chacune contenant un lit rudimentaire fixé au sol par des chaînes. Aucun document officiel ne mentionne l'existence de ces espaces de confinement, suggérant qu'ils faisaient partie d'un système disciplinaire ou expérimental maintenu soigneusement hors des registres. Plus arrepiante encore, les murs de ces cellules sont couverts de graffitis désespérés gravés dans la pierre, certains simplement des prénoms et des dates, d'autres des messages inachevés implorant une aide qui n'est jamais venue. Les technologies modernes d'analyse audio ont permis de décrypter certains des murmures les plus récurrents captés dans l'orphelinat. Parmi les phrases distinctement identifiées revient souvent une comptine en français ancien qui, une fois traduite, évoque un « homme à la longue main » qui viendrait chercher les enfants désobéissants pour les emmener « sous la terre », là où personne ne peut entendre crier. Cette comptine, inconnue des folkloristes, semble avoir été créée spécifiquement dans l'orphelinat, peut-être comme un mécanisme de contrôle basé sur le médo ou, plus troublant encore, comme une description codée d'une pratique punitive réellement mise en œuvre par le personnel. Mon Dieu! 3 générations d'une même famille ayant habité dans la maison du gardien, séparées du bâtiment principal mais toujours sur la propriété, rapportent un phénomène identique se répétant chaque année à la date anniversaire de la fermeture de l'orphelinat, au milieu de la nuit. Ils sont réveillés par ce qui semble être une procession d'enfants traversant silencieusement leur jardin en direction de la forêt, leur silhouette translucide faiblement luminescente dans l'obscurité. Cette manifestation aterrorisante, observée par des témoins n'ayant aucune connaissance préalable les uns des autres, suggère un événement traumatique collectif si puissant qu'il continue de se rejouer année après année, comme une blessure dans le tissu même de la réalité qui refuse de cicatriser. À mesure que le bâtiment se dégrade physiquement, l'intensité des phénomènes paranormaux semble paradoxalement s'accroître, comme si l'érosion des structures matérielles affaiblissait également les barrières métaphysiques retenant les énergies emprisonnées. Des témoins récents rapportent des manifestations de plus en plus tangibles, objets projetés à travers les pièces, sensations de contact physique, et dans un cas particulièrement arrepiante, apparition d'empreintes de petites mains sur des surfaces poussiéreuses, se formant sous les yeux des observateurs terrifiés. Cette évolution du phénomène soulève une question troublante: que se passerait-il si le bâtiment venait à être complètement détruit? Les entités seraient-elles libérées ou simplement dispersées, emportant avec elles les secrets sobrenaturels de l'orphelinat des murmures? Dans une clairière isolée au cœur d'une forêt ancestrale française se trouvent les vestiges d'un cirque itinérant qui, selon les habitants de la région, aurait mystérieusement cessé son activité une nuit d'automne de 1932. Le chapiteau principal, autrefois éclatant de couleurs vives, n'est plus qu'une structure délabrée aux toiles déchirées qui claque macabrement dans le vent. Pourtant, malgré près d'un siècle d'abandon, les caravanes ornées restent disposées en cercle parfait, comme si la troupe s'était volatilisée en plein milieu des préparatifs pour le spectacle du lendemain, laissant derrière elle une atmosphère sobrenaturelle qui semble figer le temps dans cette portion de forêt où le brouillard persiste quelle que soit la saison. Les archives locales mentionnent brièvement le cirque des merveilles oubliées, qui aurait enchanté la région pendant 3 saisons consécutives avant sa disparition soudaine. Les articles de l'époque vantaient des spectacles défiant l'entendement et des artistes possédant des talents au-delà du naturel. Un examen plus approfondi révèle des détails aterrorisants. Plusieurs enfants des villages environnants auraient disparu après avoir assisté aux représentations, et l'unique photographie conservée montre des artistes aux proportions étrangement déformées, leur visage systématiquement flouté sur le cliché comme si l'appareil lui-même avait refusé de capturer leurs traits véritables. Nom d'une pipe. Les chasseurs et randonneurs qui s'aventurent près du site rapportent unanimement un phénomène acoustique inexplicable, des éclats de rire cristallins, des applaudissements nourris et parfois des notes de musique mélancolique qui semblent provenir de nulle part et partout à la fois. Ces manifestations sonores, particulièrement perceptibles les nuits de pleine lune, créent une atmosphère arrepiante où la joie apparente contraste violemment avec l'état de délabrement du lieu, comme si les échos d'un spectacle éternel continuaient de résonner dans une dimension parallèle qui occasionnellement chevauche la nôtre. Une vieille femme du village voisin, aujourd'hui centenaire, serait la dernière spectatrice encore vivante à avoir assisté à l'ultime représentation du cirque. Son témoignage, recueilli par bribes au fil des années, évoque un spectacle qui commença normalement mais prit une tournure macabre lorsque le maître de cérémonie annonça le numéro final qui durerait pour l'éternité. Selon elle, un brouillard violacé émana alors de la piste centrale, enveloppant progressivement artistes et spectateurs tandis qu'une musique discordante s'intensifiait jusqu'à devenir presque douloureuse. Lorsqu'elle s'enfuit, terrorisée, elle affirme avoir entendu derrière elle un médo collectif se transformer graduellement en rires hystériques qui hantent encore ses cauchemars. Les objets abandonnés sur le site présentent des anomalies qui défient toute explication rationnelle. Les costumes de scène, qui devraient avoir pourri depuis longtemps,
conservent leurs couleurs éclatantes malgré l'exposition aux éléments. Les instruments de musique émettent parfois des sons faibles sans intervention humaine, particulièrement au crépuscule. Plus atterrorisante encore, la grande cage dorée qui occupait le centre de la piste reste immaculée, sans trace de rouille, et les villageois jurent que ces barreaux semblent parfois vibrer comme si quelque chose d'invisible tentait d'en sortir, ou peut-être d'y attirer de nouveaux occupants. Mon Dieu! Les tentatives d'investigation scientifique du site se sont toutes soldées par d'étranges échecs. Les appareils électroniques fonctionnent rarement plus de quelques minutes dans le périmètre du cirque, les boussoles indiquent systématiquement des directions contradictoires, et les enregistrements audio révèlent invariablement des voix en arrière-plan que personne n'a entendues pendant les sessions. Un groupe de parapsychologues qui tenta d'y passer une nuit complète fut retrouvé le lendemain matin errant dans la forêt environnante, chaque membre souffrant d'amnésie partielle et portant sur le visage des motifs de maquillage de clown qu'aucun d'entre eux ne se souvenait avoir appliqué. Une expérience sobrenaturelle qui mit brutalement fin aux investigations académiques. Les archives départementales contiennent un rapport de police daté de la semaine suivant la disparition du cirque. L'agent chargé de l'enquête initiale y décrit sa visite sur les lieux fraîchement abandonnés, tout est en place comme si la représentation allait commencer dans l'heure, mais aucune trace des 47 membres de la troupe recensés. Les caravanes contiennent encore effets personnels et repas à demi consommés. Seule anomalie notable, sur chaque miroir de maquillage, le même message écrit avec ce qui semble être du rouge à lèvres, le spectacle ne s'arrête jamais, point. Ce document officiel, classé sans suite après seulement 2 semaines d'enquête, ajoute une dimension arrepiante à l'histoire déjà troublante du cirque. Dut alors, un détail particulièrement macabre concerne le grand livre de comptes du cirque, retrouvé ouvert sur le bureau du directeur dans la caravane principale. La dernière entrée, datée du soir de la disparition, ne mentionne pas des recettes en francs ou en biens matériels, mais consigne méticuleusement 47 âmes artistes plus 126 âmes spectatrices, suivies d'une somme en caractères indéchiffrables. Cette découverte suggère une transaction bien plus atterrorisante qu'un simple spectacle de divertissement, comme si la troupe avait conclu un pacte sinistre dont le paiement final aurait impliqué bien plus que de l'argent conventionnel. Des médiums qui ont tenté de communiquer avec les énergies présentes sur le site décrivent tous une sensation similaire. Plutôt qu'un lieu hanté par des entités distinctes, le cirque entier semble fonctionner comme une entité consciente unique, une sorte de poche dimensionnelle où le temps suit des règles différentes. Ce n'est pas que les artistes hantent le cirque, explique l'une d'entre eux, visiblement secouée par son expérience, c'est que le cirque lui-même les maintient dans une performance éternelle, comme des insectes piégés dans l'ambre, toujours vivants d'une certaine façon, toujours conscients, mais incapables d'échapper à leur prison temporelle. Les habitants de la région ont développé leurs propres rituels pour apaiser ce qu'ils considèrent comme des âmes prisonnières. Chaque année, à l'anniversaire de la disparition, ils déposent à la lisière de la clairière, jamais plus près des jouets, des friandises et autres offrandes associées à la joie enfantine. Cette tradition, maintenue scrupuleusement depuis des générations, trouve son origine dans la croyance que les rires entendus dans la brume ne sont pas ceux des artistes, mais des enfants disparus, dont les âmes auraient été incorporées au spectacle sobrenatural qui se joue désormais hors du temps normal, créant un sentiment de médo collectif qui imprègne la communauté locale. Un folkloriste spécialisé dans les légendes européennes a établi des parallèles troublants entre le cirque des merveilles oubliées et d'anciennes traditions païennes locales. Avant la christianisation de la région, la clairière aurait servi de site rituel où des célébrations impliquant masques et danses rythmaient les changements de saison. Plus significatif encore, certains textes médiévaux évoquent une entité surnommée « le montreur d'illusions » qui aurait été invoquée en ces lieux, une force capable de transcender les limites entre réalité et imagination, mais exigeant un terrible tribut de ceux qui sollicitaient ses pouvoirs, ajoutant une dimension arrepiante aux origines possibles du cirque moderne. Mon Dieu! L'analyse des quelques affiches préservées du cirque révèle des détails troublants qui passèrent inaperçus à l'époque. Dans l'ornement élaboré encadrant les illustrations se cachent des symboles ésotériques anciens associés à la manipulation du temps et de la perception. Plus révélateur encore, le slogan du cirque, un spectacle hors du temps, prend une signification macabre à la lumière des événements ultérieurs, comme si la nature véritable de l'attraction avait été annoncée ouvertement mais déguisée en hyperbole publicitaire. Un avertissement que personne ne sut interpréter correctement avant qu'il ne soit trop tard. Les animaux sauvages évitent systématiquement la clairière du cirque, créant un périmètre de silence naturel autour du site qui contraste avec la richesse de la faune forestière environnante. Cette aversion instinctive s'étend même aux insectes, aucune toile d'araignée ni fourmilière n'étant observable sur le site malgré des conditions apparemment idéales. Cette absence de vie animale,
scientifiquement inexplicable, renforce la sensation aterrorisante que quelque chose dans l'essence même du lieu repousse les êtres naturels, comme si l'espace occupé par le cirque existait selon des règles fondamentalement incompatibles avec les principes biologiques normaux. Saperlipopette. Un phénomène particulièrement troublant se produit les nuits où le brouillard est le plus dense. Des témoins rapportent avoir aperçu des silhouettes en mouvement entre les caravanes et sous le chapiteau déchiré, exécutant ce qui ressemble à des numéros acrobatiques impossibles pour des corps humains normaux. Ces apparitions, toujours furtives et partiellement obscurcies par la brume, sont décrites comme anguleuses et désarticulées, comme si leurs membres obéissaient à une anatomie différente de la nôtre. Plus arrepiante encore, ces manifestations s'accompagnent souvent d'une musique d'orgue de barbarie déformée qui semble se jouer à une vitesse légèrement ralentie, créant une distorsion sonore qui évoque une fête joyeuse vue à travers le prisme de la folie. La découverte récente d'un journal intime appartenant aux médecins du village de l'époque ajoute une dimension encore plus sobrenaturale au mystère. Dans ses notes cliniques, il décrit avoir traité plusieurs spectateurs pour des symptômes identiques dans les semaines précédant la disparition du cirque, hallucinations persistantes, sensation de dédoublement, et plus étrangement, une incapacité intermittente à percevoir leur propre reflet dans les miroirs. Sa dernière entrée, datée du jour même de la disparition, mentionne sa décision de confronter le directeur du cirque concernant un phénomène de contamination mentale, qu'il soupçonnait être délibérément induit chez les spectateurs. Il ne revint jamais de cette visite et fut compté parmi les disparus. Un détail particulièrement macabre concernant le site fut révélé lors d'une tentative de cartographie moderne. Vue du ciel, la disposition des caravanes autour du chapiteau forme un symbole complexe similaire à ceux trouvés dans certains grimoires médiévaux associés au pliage du temps. Cette configuration géométrique précise, impossible à discerner depuis le sol, suggère une intentionnalité troublante dans l'installation apparemment chaotique du campement, comme si le cirque entier avait été conçu comme un vaste instrument occulte dont la fonction véritable transcendait largement le simple divertissement, provoquant un sentiment de médo chez les chercheurs confrontés à cette évidence d'une planification aterrorisante. Zut alors! Un phénomène inexpliqué et récurrent intrigue particulièrement les habitants. Parfois, généralement à l'aube après une nuit de brouillard intense, des empreintes de pas apparaissent dans l'herbe humide autour du cirque, formant un motif circulaire parfait. Ces traces, qui ne mènent ni vers ni depuis le site, semblent indiquer une procession ou une danse impliquant des dizaines de participants, certaines empreintes étant humaines, d'autres ressemblant à des sabots ou des pattes aux proportions improbables. Plus arrepiante encore, ces marques disparaissent toujours en quelques heures, comme résorbées par le sol lui-même, défiant toute tentative de documentation scientifique durable et renforçant l'hypothèse d'une manifestation éphémère d'une réalité alternative qui se superpose occasionnellement à la nôtre. Des chercheurs en acoustique ont récemment capté et analysé les sons émis par le site. Leurs conclusions défient l'entendement, les rires et la musique enregistrée présentent des propriétés vibratoires impossibles, contenant des fréquences qui ne devraient pas pouvoir coexister naturellement. Plus sobrenatural encore, lorsque ces enregistrements sont écoutés simultanément par plusieurs personnes, chacune semble entendre une mélodie différente, comme si le phénomène sonore s'adaptait aux souvenirs ou aux peurs individuelles de chaque auditeur, créant une expérience acoustique personnalisée qui échappe aux lois fondamentales de la physique et révèle une dimension interactive du phénomène que personne n'avait soupçonné. Le cas le plus troublant documenté récemment concerne une famille qui, ignorant les avertissements locaux, pique-niqua à la lisière de la clairière un après-midi d'été. Leur fille de 8 ans, momentanément laissée sans surveillance, fut retrouvée 20 minutes plus tard marchant en cercle et fredonnant une mélodie inconnue. Dans les semaines qui suivirent, l'enfant développa d'étranges talents qu'elle ne possédait pas auparavant, contorsions physiques impossibles, ventriloquie parfaite, et capacité à prédire avec précision des événements mineurs du futur proche. Plus macabre encore, elle dessine compulsivement des visages aux expressions figées dans un mélange de terreur et d'extase, affirmant qu'il s'agit de « ses amis du cirque qui attendent qu'elle revienne jouer avec eux ». Les autorités locales ont renoncé à clôturer ou interdire l'accès au site après une série d'incidents aterrorisants où les barrières érigées étaient systématiquement démontées durant la nuit et réarrangées en structures évoquant des équipements de cirque, échelles, balançoires, ou cages miniatures. Plus troublant encore, les caméras de surveillance installées pour identifier les vandales présumés ne captaient que du brouillard, et occasionnellement, ce qui semblait être des ombres allongées aux proportions impossibles se déplaçant à une vitesse inhumaine. Cette apparente résistance active du site à toute tentative de restriction a conduit à une politique tacite d'évitement et d'avertissement plutôt que de confrontation directe avec les forces inconnues qui semblent considérer le cirque comme leur domaine. À mesure que la structure physique du chapiteau se dégrade davantage,
le phénomène paranormal semble paradoxalement s'intensifier, comme si l'érosion des frontières matérielles facilitait l'expression des énergies emprisonnées. Les manifestations visibles, silhouettes dans le brouillard, lumières dansantes, objets en lévitation sont signalés avec une fréquence croissante et à des distances de plus en plus éloignées du site original. Cette expansion progressive du phénomène soulève une question arrepiante parmi les experts en paranormal, et si le cirque n'était pas simplement hanté, mais activement contagieux, étendant graduellement son influence sobrenaturelle comme une tache d'huile sur la réalité environnante, préparant peut-être le terrain pour un spectacle final, bien plus vaste que celui de 1932. On raconte qu'il existe, perdu dans une vallée oubliée, un hôtel qui n'a jamais cessé de respirer. Abandonné en apparence, il continue d'accueillir des visiteurs égarés, pris dans ses filets d'apparence luxueuse et d'atmosphère, étrangement attirante. Le plus macabre, vois-tu, c'est que personne n'en sort vraiment indemne. Ceux qui s'y aventurent, par curiosité ou simple défi, reviennent changés quand ils reviennent. Ce genre d'histoire te prend aux tripes, te laisse avec un goût amer de peur, une peur qui ne te lâche plus. La façade, d'un blanc jadis éclatant, s'effrite sous le poids des ans. Pourtant, chaque nuit, certaines fenêtres s'illuminent d'une lumière dorée, douce et terriblement attirante. Cette lueur presque chaleureuse cache quelque chose d'atterrissant, comme une main invisible qui te fait signe d'approcher. Ceux qui ont franchi les grandes portes racontent que l'air même semble vibrer d'une énergie surnaturelle. Une lourdeur, palpable, te colle à la peau dès les premiers pas. Imagine un instant, marcher dans un hall majestueux, orné de lustres fissurés, avec cette sensation irrésistible que quelqu'un te suit du regard. Tu sais, cette impression dérangeante qu'on a parfois dans les vieux hôtels? Ici, elle devient si réelle que ton propre souffle semble résonner contre des présences invisibles. Arrepiante, la sensation devient presque insupportable. Et pourtant, quelque chose t'empêche de faire demi-tour. Un témoin, un certain monsieur Dupont, jurait avoir entendu son prénom murmurer entre les murs écaillés. C'était un murmure doux, presque affectueux, mais chargé d'une noirceur indescriptible. Lui, pourtant cartésien, n'a jamais pu se défaire de cette nuit-là. Ce genre d'expérience te montre que le surnaturel ne se cache pas toujours derrière des portes grinçantes, parfois, il t'appelle par ton propre nom. Et là, c'est ton âme tout entière qui frissonne. Il paraît que les chambres s'adaptent aux cauchemars des visiteurs. Un couple qui s'était réfugié dans l'hôtel pendant une tempête a décrit une chambre entièrement différente de celle qu'ils avaient vue quelques heures avant. Le mobilier semblait animé, respirant au rythme de leurs peurs les plus enfouies. Dans un décor aussi macabre, même la raison la plus solide commence à se fissurer. Le pire, c'est que tu ne t'en rends compte qu'au moment où il est déjà trop tard. Les escaliers de bois craquent sous des pas invisibles, t'obligeant à regarder sans cesse derrière toi. Mais ce n'est pas tout, parfois, un reflet fugace dans un miroir terni te montre ce que tu ne veux surtout pas voir. Une silhouette arrachée d'un cauchemar, tapie dans ton dos, souriante d'une manière anormalement humaine. Le sentiment d'atterrissement est alors si violent que tu pourrais jurer que ton cœur s'arrête un instant. Et pourtant, l'hôtel continue de t'enlacer doucement, presque amoureusement. À l'étage, les longs couloirs semblent se tordre lentement, comme un serpent qui danse dans l'ombre. Chaque porte est une promesse, celle d'un secret trop lourd à porter, d'un souvenir macabre que le lieu semble cultiver jalousement. Certains osent ouvrir ces portes, et regrettent aussitôt leur curiosité. Car ce qui s'y trouve dépasse le simple concept du peur, c'est un voyage intime dans ce que l'humain a de plus sombre. Et c'est là que le véritable sobrenaturel s'installe. Le personnel de l'hôtel? Ah, parlons-en. Ils apparaissent parfois dans un halo de brume, en costumes anciens, figés dans des sourires crispés. Aucun regard ne croise jamais vraiment le tien. Ils se déplacent sans bruit, comme des marionnettes dans un théâtre oublié par le temps. C'est d'une beauté atroce et terriblement arrepiante. Ceux qui les ont suivis jusqu'à une porte interdite ont rarement retrouvé leur chemin. Des bruits de fête, de musique lointaine, résonnent parfois dans le hall désert. Qui ose encore célébrer dans cet endroit rongé par la moisissure et le silence? Certains jurent avoir entrevu, derrière les rideaux de velours rouge, des silhouettes dansantes, piégées dans une boucle éternelle. Cette scène est si étrangement vivante qu'elle en devient macabre, t'arrachant un frisson de terreur pure. Comment peut-on festoyer au cœur même du Médo? Quand tu descends au sous-sol, c'est une autre histoire. L'air y devient plus lourd, saturé d'une odeur âcre, presque métallique. Les murs y suintent d'humidité, comme si l'hôtel pleurait ses anciens visiteurs. Là-bas, les couloirs semblent ne jamais finir,
t'emmenant toujours plus loin dans une obscurité absolue. L'expérience est si intensément aterrorisante qu'elle efface toute notion du temps et de l'espace. On murmure que ceux qui disparaissent dans l'hôtel continuent d'errer à jamais entre ces murs. Prisonniers d'un sortilège que personne ne semble comprendre. Certains soirs, des cris étouffés traversent les cloisons, portés par un vent invisible. Ce n'est pas une légende inventée pour effrayer les enfants, non, c'est une vérité macabre chuchotée entre deux silences. Et si toi aussi, un jour, tu franchissais ces portes, serais-tu capable d'en ressortir? Même les objets semblent avoir une conscience propre. Une montre arrêtée à minuit pile, une valise oubliée vibrante sous un lit, un journal dont les pages tournent toutes seules. Ces petits signes t'enveloppent d'un médo glacial, une sensation constante que tu es observé, évalué. Plus tu restes, plus l'hôtel semble se nourrir de tes craintes les plus profondes. Il t'apprend, à sa manière, que tout peut basculer en un instant. Le jardin derrière l'hôtel est encore plus étrange. Des statues rongées par le lichen, au regard vide, semblent se déplacer légèrement quand tu détournes les yeux. Un invité a même affirmé avoir vu l'une d'elles tourner la tête pour le suivre du regard. Terriblement sobrenaturel, tu ne trouves pas? C'est comme si la pierre elle-même avait été infectée par l'âme de l'endroit. À partir de là, il n'y a plus vraiment d'échappatoire. Certains parlent d'un ascenseur hanté, un vieux modèle grinçant qui, parfois, se met en marche tout seul. Les portes s'ouvrent sur des étages qui n'existent pas. Des étages plongés dans un noir complet, où un pas de trop pourrait te faire basculer dans l'inconnu. Ce genre d'histoire est si harpiante qu'on hésite même à prononcer son nom. Mais ceux qui y sont montés racontent que la descente n'a jamais de fin. Et ce parfum? Cette odeur douce et capiteuse qui flotte dans certaines parties de l'hôtel. Elle rappelle vaguement les fleurs fanées ou les anciens boudoirs. Mais il suffit d'un souffle pour comprendre qu'elle cache autre chose, un avertissement peut-être, une mémoire macabre gravée dans l'air. Sentir ce parfum, c'est savoir qu'on n'est plus vraiment maître de son destin ici. Chaque respiration devient un pari contre le sobrenaturel. Parfois, au petit matin, quand le brouillard se lève, l'hôtel semble tout simplement disparaître. Seuls restent des traces dans la terre humide, des pas qui ne mènent nulle part, des objets oubliés, comme des fragments d'un cauchemar partagé. Ce qui est le plus terrifiant, c'est que personne ne peut dire s'il s'agissait d'un rêve ou d'une réalité alternative. Et dans un monde où l'invisible se cache partout, la frontière est mince. Tu sais, il existe des récits qui changent la vie. Celui de l'hôtel que personne ne peut quitter en fait partie. Car il soulève une question que peu osent affronter, et si certaines portes ne demandaient qu'à être ouvertes, pour mieux refermer leurs griffes sur toi? Terriblement intrigant, non? Une fois que tu le sais, impossible de l'oublier. Il y a un détail encore plus harpiant, certains visiteurs affirment avoir vu leur propre double, assis tranquillement dans le salon désert. Un reflet tordu de ce qu'ils auraient pu devenir s'ils restaient, ou s'ils avaient toujours appartenu à l'endroit. Ce genre d'expérience macabre brouille la frontière entre toi et l'ombre. Qui est encore vivant, et qui ne l'est plus vraiment? Une fois sorti, si tant est que tu puisses vraiment sortir, tu n'es jamais tout à fait le même. Certains rapportent des cauchemars si réalistes qu'ils en hurlent la nuit, revivant sans cesse leur passage dans l'hôtel. D'autres disent sentir encore, des années plus tard, cette main invisible posée sur leur épaule. Car, vois-tu, certaines rencontres sobrenaturelles laissent une empreinte indélébile. Un avertissement, peut-être, pour les imprudents. Alors, quand tu passes devant une vieille bâtisse à l'allure abandonnée, demande-toi une seule chose, est-ce vraiment vide, ou est-ce que quelque chose t'attend derrière la porte entr'ouverte?